Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web, des réseaux et de la tech. Ada Lovelace, Eddie Lamar ou encore Margaret Hamilton, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont grâce à ces femmes que nous pouvons utiliser Internet, le Bluetooth ou encore aller dans l'espace. Pourtant, le milieu de la tech reste un monde fait par et pour les hommes. Aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans le numérique et de leur invisibilisation sous un gros coup de peinture rose. On se penchera également sur le sort des crypto-monnaies et de l'effondrement de leurs cours. Et enfin, on va parler de comment Facebook censure les médias, mais aussi les publications qui ne sont pas à son goût. À les jeux vidéo, mais tu as un peu peur de te confronter à, comment dire, Non, machisme, le mot est un peu fort. Shouldn't even be on here. You shouldn't be playing this game, it's a boy game. I'm gonna rape you. Deuxième tips, si tu joues déjà, eh bien sache que soit ça va énerver les hommes qui vont te traiter de salope, mais en même temps, que ne faisons-nous pas qui ne fait pas de nous des salopes? Être une femme qui joue aux jeux vidéo, ou plus généralement qui fait quelque chose de mec, ça implique que du coup les autres partiront du postulat que tu es de base un peu moins forte, un petit peu plus nulle. Du coup, ça risque de te faire paniquer et effectivement jouer en dessous de tes capacités. En fait, imagine s'il y avait constamment un gars de jour derrière toi en mode... Tu vas rater, tu vas rater, tu vas rater, tu vas rater, Tu vas faire tomber les pattes. tu vas rater, tu vas rater, je t'avais dit. Mais voilà, c'est évident. Eh ben bienvenue dans le fait d'être une femme. En 1894, Ada Lovelace écrit le tout premier programme informatique. Ce sera d'ailleurs l'une des pionnières des sciences informatiques. En 1941, Eddie Lamar, actrice et productrice de cinéma, invente un système de communication secret qui est aujourd'hui utilisé dans les systèmes de Wi-Fi ou de Bluetooth. En 1971, l'ordinateur conçu par Margaret Hamilton joue un rôle crucial dans l'atterrissage de la mission Apollo 2 sur la Lune. Quand on parle de nouvelles technologies et de numérique, on a souvent l'image d'une bande de geeks pianotant sur leur ordi, capuche sur la tête, ou bien des grands noms des GAFAM, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, en col roulé ou col blanc. Des jeux vidéo jusqu'aux mastodontes du web, en passant par le monde des startups, le milieu de la tech et plus généralement des sciences et des techniques, c'est un truc de bonhomme. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Les femmes ont toujours participé à l'histoire de l'innovation technologique. C'est ce que nous a expliqué Isabelle Collet, enseignante-chercheuse à l'Université de Genève et autrice des Oubliés du numérique. Alors, si la technologie a toujours été une affaire d'hommes, dans le cas spécifique de l'informatique, on a eu un phénomène qu'on a oublié, qui est que dans les années 50-60, au tout début, il y avait deux parties très distinctes dans l'informatique qui étaient le matériel et le logiciel. Le matériel était là où il y avait les ingénieurs, et là où il y avait le prestige, là où il y avait des diplômes aussi qu'on passait à l'université, et là il y avait les hommes. Et puis la partie logicielle était vue comme des tâches d'exécution pour lesquelles il n'y avait pas de diplôme. Au début d'ailleurs la programmation s'apprenait en la faisant. Et comme c'était des tâches perçues comme des tâches d'exécution, sous-payées, sans qualification, là il y avait des femmes. Ce qui semble tout à fait étonnant parce qu'aujourd'hui la programmation, le logiciel a plus de valeur que le matériel. Et donc imaginez une époque où parce que le logiciel était sans valeur, on l'abandonnait à des femmes sous-qualifiées, ça semble assez invraisemblable aujourd'hui. Cette situation a perduré en gros jusqu'à la fin des années 70, années 80, où le logiciel a pris de plus en plus de valeur, est entré à l'université, alors est entré à l'université essentiellement à partir de la fin des années 60, des universités de sciences dans lesquelles il y avait déjà beaucoup d'hommes, et ce sont des hommes qui ont été diplômés, puis embauchés, et le logiciel s'est peu à peu masculinisé considérablement. Et comme souvent, la présence des femmes dans l'histoire du numérique a été oubliée, voire totalement évincée de notre imaginaire collectif. Et cet oubli a continué à alimenter des stéréotypes et donc à perpétuer l'invisibilisation des femmes dans ce secteur. Alors, en fait, ce qu'on constate, c'est que chaque fois qu'un champ de savoir prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Et inversement, chaque fois qu'un champ de savoir perd de la valeur dans le monde social, il se féminise. En fait, les hommes se dirigent vers les métiers dans lesquels il y a le plus de prestige, le plus de carrière, etc., avec cette représentation archaïque, mais qui perdure, que l'homme doit être la première source de revenus. Donc,
On voit le phénomène inverse qu'on connaît bien dans l'éducation ou dans la médecine de ville ou dans la justice. Au fur et à mesure que ces métiers ont perdu de l'importance, se sont déclassés, les hommes en sont partis et les femmes qui sont arrivées massivement dans le monde du travail dans les années 80 se sont mis à investir ces métiers. Dans l'informatique, on a eu le phénomène inverse. À mesure que l'informatique a pris de l'importance, les hommes sont venus en nombre dans ces nouvelles filières. Et comme eux, ils étaient diplômés, et par exemple, ils avaient des diplômes d'ingénieurs, une fois qu'ils étaient recrutés face à des femmes autodidactes qui n'étaient jamais montées en grade dans leur entreprise, ils sont devenus leurs chefs. Souvent, elles les ont formés, et dans un certain nombre de cas, elles ont été ensuite licenciées au profit de ces hommes fraîchement recrutés et fraîchement diplômés. Donc, après avoir viré toutes les femmes et récupéré les postes à responsabilité, les hommes en place n'ont pas voulu lâcher le morceau. Au fur et à mesure où la technologie est devenue de plus en plus prégnante dans nos vies, où les ordinateurs sont devenus des outils de pouvoir, les inégalités se sont creusées, faisant des nouvelles technologies un immense boys club. Encore aujourd'hui en France, les cursus informatiques ne sont suivis qu'à 12% par des femmes, et quand on avance dans le milieu professionnel, ça se réduit encore. En cybersécurité, par exemple, on ne compte que 11% de femmes parmi les effectifs. Et là où il y a des femmes, cela s'accompagne de discrimination, de moqueries, de sexisme et de harcèlement sexuel. Tout ça alimenté par l'idée d'une supposée différence entre les femmes et les hommes. En 2017, un mémo interne produit par un employé de Google estimait que la faible représentation des femmes au sein de l'entreprise s'expliquait par des différences biologiques, les femmes étant plus ouvertes aux sentiments et à l'esthétique qu'aux idées. Alors on est malheureusement encore dans des dynamiques de boys club. Alors le jeu vidéo, malheureusement, c'est plusieurs fois illustré de manière négative en la matière. Le monde de start-up, alors il y a un double problème avec le monde de start-up, c'est qu'on sait par ailleurs qu'un projet d'entreprise porté par une femme ou un groupe de femmes a moins de chances d'être financé par une banque qu'un projet d'entreprise porté par un homme ou par un groupe mixte. Donc là, on a un doublé en quelque sorte. Le fait qu'on n'imagine pas que la compétence dans le domaine du numérique puisse être chez des femmes, et le fait que de toute façon, on fait moins confiance à des projets portés par des femmes. Donc ça, c'est ce qui explique un peu la situation dans les startups. Dans les autres domaines du numérique, il y a encore, de manière assez tenace, la croyance que si on peut, on veut. C'est-à-dire, si on est compétente, si on a du mérite, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas reconnu, c'est possible, c'est ouvert, les femmes peuvent venir. Et simultanément, d'ailleurs, on déplore le manque de femmes. Sauf que cette logique qui imagine qu'il suffit de vouloir et on y va, oublie par exemple ce que c'est que d'avoir une expérience ultra minoritaire. C'est-à-dire, quand par exemple en études d'informatique, il y a 2 femmes sur 40 personnes, les 38 hommes qui sont avec ces femmes, s'ils sont juste indifférents à l'existence du sexisme, s'ils font juste, je ne sais pas, une plaisanterie par mois chacun à caractère sexiste ou sexuel, bah, pour ces 2 femmes, une plaisanterie par mois chacun, ça fait non-stop. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de femmes qui passent un temps dans le numérique, alors soit en tant que lycéenne dans l'option NSI, qui est l'option informatique qui vient d'ouvrir, soit un peu plus tard dans l'enseignement supérieur, et qui disent « Non, c'est bien, hein, la discipline, c'est bien, moi j'aime bien, j'ai trouvé ça sympa, mais alors l'ambiance, j'en peux plus. » L'ambiance, j'en peux plus, ça veut dire qu'être ultra minoritaire dans un groupe qui ne prend pas conscience d'un sexisme systémique, voire qui pense que les femmes sont avantagées parce que si elles ont des bonnes notes, c'est parce qu'elles sont des femmes, parce que tout le monde sait bien que les profs seraient soi-disant plus tolérants, plus sympas, parce qu'il faudrait des filles. Ce soupçon continu d'incompétence, c'est lassant et c'est usant. Comme l'explique Isabelle Collet, ces dynamiques de boys club vont de pair avec beaucoup de sexisme. Ces dernières années, de nombreuses affaires ont dévoilé les agissements d'harcèlement sexuel chez Uber, les écarts salariaux entre hommes et femmes chez Pinterest, ou encore les agressions sexuelles au sein d'Ubisoft, géant du jeu vidéo. Une ambiance qui est à l'œuvre dès les écoles d'informatique. En 2017, une enquête menée par Social Builder, avec la collaboration de 18 écoles formant au métier de la tech et du numérique, révélait que 7 femmes sur 10
déclaré avoir été l'objet d'agissements sexistes pendant leur formation, allant de blagues et remarques misogynes sur leurs compétences jusqu'au harcèlement sexuel. Pourtant, le monde de la tech se rend bien compte qu'il y a un problème avec la non-mixité de ses équipes. Et c'est comme ça que depuis plusieurs années, on se retrouve avec une pelletée de campagnes de communication qui visent à rendre la tech et les sciences sexy. Et certains sont allés un peu trop loin dans cette idée. Ce que vous venez de voir, c'est un spot de l'Union européenne en 2012 pour montrer que la science, c'est un truc de fille, avec plein de rouge à lèvres et de talons de 12. Peindre la tech en rose, comme l'explique Isabelle Collet, ça a ses limites. Quand on peint la tech en rose, c'est une catastrophe. C'est peindre la tech en rose, en gros, c'est dire, regardez les filles, la tech, c'est super girly, il y a des chatons, il y a des licornes, c'est le soin aux autres, c'est la communication, il y a des paillettes, c'est cool. Bon, c'est idiot, hein. D'une part, la tech, elle est ni masculine, ni féminine, ni quoi que ce soit. Deuxièmement, si on peint un bout de la tech en rose en disant « Regardez les filles, c'est pour vous », ça veut dire que tout le reste devient masculin. Donc ce petit recoin de la tech qu'on a rhabillé girly pour attirer les filles, en fait, il a la fonction de dire que tout le reste, la vraie tech sérieuse, c'est pas pour toi. Donc ça, c'est une catastrophe. Par contre, il y a effectivement de plus en plus de mesures incitatives pour plus de mixité, en particulier d'ailleurs pour casser ces situations d'ultra-minorité qui sont problématiques, pour rendre hors la loi les propos sexistes ou le harcèlement sexuel, pour initier de plus en plus de filles et en groupe à ce que c'est que l'informatique. Et on a des succès. On a des écoles. Par exemple, l'école 42 est un très bel exemple d'école qui avait démarré avec environ 5% de filles et qui maintenant s'approche tranquillement de la parité, mais ça ne s'est pas produit ni en disant la tech c'est girly, ni en laissant faire une espèce de progrès naturel vers plus d'égalité. Ça s'est produit par un engagement continu de la directrice pour plus de mixité. Et ça, les écoles, pour l'instant, qui sont plutôt des écoles on va dire de l'enseignement supérieur non universitaire, qui mettent les moyens, arrivent effectivement à un peu plus de mixité, voire à pas mal de mixité dans leurs effectifs. En jouant sur les imaginaires genrés, ces méthodes renforcent des discriminations subies par les femmes, à la fois dans le monde informatique, où elles sont renvoyées à des tâches dites féminines, et même lorsqu'elles sont parfaitement qualifiées, ou dans la société dans son ensemble. Et pour celles qui atteignent des postes à responsabilité dans la tech, elles se retrouvent souvent bien seules, et pas forcément dans un objectif de sororité. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais il n'a pas de sexe non plus. Alors le féminisme, pourquoi pas, tant que c'est au service du capital. Pardon, je suis un peu en retard. C'est pas grave. Alors pour ceux du fond de la classe que j'entends déjà râler sur le fait que est-ce qu'il faudrait embaucher des femmes juste parce que ce sont des femmes et qu'en fait on s'en fiche de s'il y a des femmes ou pas dans la tech, moi je vois pas le genre, etc. Je vous laisse écouter ce qu'a à dire Isabelle Collet. Déjà, on peut trouver juste incompréhensible, scandaleux, d'être dans une transition numérique à ce point fondamental pour la société en général, qui est pilotée par une population très homogène qui est à 80% des hommes blancs des classes socio-professionnelles supérieures. On ne peut pas s'accommoder de l'idée qu'une telle révolution ne soit pilotée que par un groupe aussi homogène. C'est évidemment pas inclusif, et puis ça laisse sur le côté d'une transformation mondiale, ça laisse sur le côté toute une population. Et puis ensuite, il se passe que si la population est trop homogène pour définir, alors quoi que ce soit, quel que soit l'outil, quel que soit ce qui est pensé, ça ne peut pas donner un résultat inclusif, c'est-à-dire que la tech sera meilleure si, en amont, des personnes plus variées se mettent à la penser. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, du temps, on faisait des photos avec des pellicules argentiques. Les pellicules argentiques, le dosage de lumière et de couleur avait été équilibré pour les visages blancs, et même plutôt pour les visages plutôt pâles. C'est pas pour rien que sur les photos
argentiques, les visages des personnes noires ressortaient moins bien. Sur le coup, au moment où on a conçu ces pellicules, on ne pensait pas que ça pouvait être important de faire des photos avec des personnes noires qu'on allait reconnaître. Ce phénomène-là se reproduit différemment, mais se reproduit dans la tech. C'est-à-dire que, par exemple, la reconnaissance faciale marche nettement moins bien avec des visages de femmes noires qu'avec des visages d'hommes blancs. Le delta est de 34%. Alors pourquoi? Parce que les bases de données qui ont entraîné les logiciels d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance faciale sont davantage nourries de visages d'hommes blancs que de visages de femmes noires. Et puis, on a vu d'autres applications qui ont mis beaucoup de temps à s'intéresser à des spécificités des femmes. Les téléphones et les applications de santé sur les téléphones ont mis beaucoup de temps à réfléchir au fait qu'on pouvait monitorer les cycles menstruels. Ça intéresse pourtant vraiment beaucoup de monde. Ça intéresse à peu près la moitié des personnes qui utilisent les téléphones, mais environ 15% des personnes qui programment les applications. Donc on comprend bien que sans qu'il y ait même de volonté déterminée de la part des programmeurs d'exclure les femmes, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas penser qu'une population homogène puisse penser aux besoins de tous et toutes. Car oui, ne pas penser la tech pour tout le monde, c'est quand même un peu fort de café. Alors il y a l'exemple des suivis menstruels par les applications de santé, mais il y en a plein d'autres. En 2019, le CES, l'un des plus grands salons technologiques, a retiré le prix de l'innovation à Laura Di Carlo, estimant que son invention, un sextoy robotique, était immoral, obscène, indécent, profane et ne respectait pas les règles du salon. Ces biais genrés existent aussi dans notre manière de chercher et recevoir de l'information avec les moteurs de recherche. Jusqu'en 2019, le mot-clé « lesbienne » renvoyait quasi exclusivement à des sites pornographiques. Et comme l'explique Isabelle Collet, cela a aussi des conséquences sur les systèmes d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale qui se retrouvent à ne pas bien reconnaître les visages féminins et ou de personnes non blanches. En fait, la non-mixité dans la tech, ça a des conséquences sur tous nos outils technologiques, ceux qu'on pense neutres, parce que une machine, c'est pas sexiste. Mais ceux qui la programment ont sûrement des biais. Alors réfléchir aux enjeux de sexisme, de racisme, de LGBT-phobie dans la tech, c'est essentiel pour que nos technologies soient adaptées à tous et toutes et ne se retrouvent pas juste entre les mains des puissants qui sont souvent des hommes blancs hétéros de 50 ans. En bref, la prochaine révolution numérique sera féministe, en tout cas c'est ce qu'on souhaite et on garde un œil là-dessus. C'est un crash un peu particulier qui a attiré l'attention le 12 puis le 19 mai dernier. Le cours des crypto-monnaies a chuté de manière drastique, son cours s'effondrant en milliers de dollars chaque minute. Le Bitcoin, notamment, la crypto-monnaie la plus connue, a vu son cours passer de 58 000 $ à 48 000 $ en quelques instants. Un tremblement de terre provoqué d'une part par un tweet d'Elon Musk, patron de Tesla, annonçant que son entreprise n'acceptait plus les paiements en Bitcoin en raison de la pollution causée par la crypto-monnaie, et d'autre part par des annonces de la Chine de réprimer les activités de production et de trading du Bitcoin pour lutter contre les risques financiers. Deux nouvelles qui ont ébranlé le cours des cryptos qui, depuis 2018, ne cessent de gagner en importance. Et c'est pas si anecdotique que cela. Et aujourd'hui, pour devenir riche, il faut acheter du Bitcoin. Merde! Putain! Pile au moment où j'achète, ça s'effondre! Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, ce sont donc des monnaies virtuelles qui peuvent fonctionner comme un moyen d'échange, mais également comme une réserve de valeur. Comme elles n'existent pas physiquement, elles ne sont contrôlées par aucun pays. De plus, son prix est en constante évolution et les cryptos sont beaucoup plus volatiles que d'autres monnaies comme l'euro ou le dollar. L'avantage des crypto-monnaies, au-delà de pouvoir effectuer des paiements rapides et quasi sans frais de transaction, c'est surtout qu'elles permettraient des échanges plus sécurisés et transparents de par son fonctionnement. Car si l'argent ne pousse pas dans les arbres, les cryptos se créent virtuellement et les transactions sont chiffrées. Elle se base sur un réseau d'ordinateurs à chaque coin du globe qui garde en copie toutes les transactions effectuées. Cette grande base de données formée de blocs liés les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Quand vous payez ou achetez du Bitcoin ou autre NFT, les données sont enregistrées dans un bloc, copiées dans tout le reste et sécurisées grâce à la cryptographie. Bon, au-delà du fonctionnement un peu complexe de la crypto, ce qui inquiète, c'est le côté spéculatif de ce système et vous en doutez, sa non-régulation par les institutions financières. Avec ce système de blockchain où tous les ordinateurs ont accès à toutes les transactions et les surveillent toutes, tout le monde et à la fois personne n'est responsable. Et puis il y a le risque que le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto soit une bulle financière qui finirait par ruiner ceux et celles qui ont déposé de l'argent réel. Les présidents des principales banques centrales répètent de ne pas investir dans les cryptos sous peine de perdre tout son argent. Car oui, il n'y a aucune garantie et en cas de faillite ou de cyberattaque, l'argent peut s'envoler en un instant. C'est le jeu, ma pauvre Lucette! Au-delà de perdre son argent, ce qui fait pas mal peur aux institutions financières et aux États,
c'est le fonctionnement numérique et en réseau des crypto-monnaies. Pendant longtemps, les cryptos étaient connus pour financer des activités illicites, comme l'achat de drogue ou d'armes. Par exemple, en 2020, 29 personnes ont été arrêtées pour cyberfinancement du terrorisme et accusées de transférer de l'argent à l'État islamique via des crypto-monnaies. L'argument également avancé par les États et les institutions financières, c'est le coût environnemental du Bitcoin, dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. Car oui, le minage de la blockchain, c'est-à-dire la surveillance perpétuelle des transactions, ça coûte cher en électricité et donc en énergie. C'est en tout cas l'argument avancé par Elon Musk pour refuser le paiement de Tesla en Bitcoin. Sauf que l'influence d'Elon Musk, ça n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Début juin, il a été accusé par des membres affiliés à Anonymous de manipuler le cours de la valeur des crypto-monnaies. Dans une vidéo, on pouvait entendre un supposé membre d'Anonymous s'adresser à Elon Musk et déclarer « Depuis peu, les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l'attention. » Ils accusent le patron de Tesla d'utiliser l'argument écologique pour continuer de bénéficier des aides vertes promises par le gouvernement Biden. Widely believed that you have been forced to denounce your company's involvement with Bitcoin in order to keep that green government money flowing into Tesla's coffers. The energy use argument about proof-of-work mining is a very nuanced conversation that requires a fairly complex understanding of how power grids work, and how excess energy is wasted by power companies, and sought out by crypto miners. This is a conversation that you have been having for over a year and were intimately aware of, but as soon as your main source of income was threatened you pretended to be clueless in an attempt to play both sides of the fence. Then, your move to create a Bitcoin miner council was rightly seen as an attempt to centralize the industry and take it under your control. Ce que l'on peut constater, c'est que les histoires autour du Bitcoin et des crypto-monnaies ne sont pas seulement des jetons virtuels qui fluctuent au gré des tweets. Elles ont une réalité politique et sociale. Et notamment parce que les crypto-monnaies peuvent permettre des alternatives au modèle traditionnel des banques. Certains l'utilisent déjà. Le Salvador a annoncé réfléchir à faire du Bitcoin une monnaie légale dans le pays, tandis que chez les travailleurs et travailleuses du sexe, les crypto-monnaies sont déjà utilisées depuis plusieurs années pour garantir plus de discrétion et éviter la stigmatisation des banques. Pour certains projets non gouvernementaux en Europe, en Asie ou en Afrique, la crypto-monnaie pourrait même être utilisée pour créer un revenu universel. Alors quel va être l'avenir des crypto-monnaies dans les prochaines années? Vont-elles devenir des substituts fiables à la monnaie fiduciaire plus classique? Bien sûr, on surveille ça pour vous. Il y a quelques jours, le journal Fakir, créé par François Ruffin, fâché avec tout le monde ou presque, comme il le dit si bien, a vu sa page Facebook afficher un curieux message. Facebook interdisait de publier tout lien provenant de leur site web. D'anciennes publications où ce lien apparaissait ont même été supprimées. Une censure qui ne cache même plus son nom, écrit le journal, qui fort heureusement a retrouvé ses fonctionnalités après quelques jours. Ce n'est pas la première fois que Facebook supprime des publications et plus globalement censure à tout va. Tout le monde est sur un critère extrêmement flou, infraction répétée aux standards de la communauté. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Sauf que depuis plusieurs mois, Facebook est en roue libre sur ce qui peut être diffusé ou non sur sa plateforme. La page Fabien Roussel 2022 du candidat du Parti communiste a été suspendue quelques heures début juin, plaidant pour un incident technique. Plus insolite, la ville de Bitche, en Moselle, se voit régulièrement bannir de Facebook, son nom se rapprochant trop de l'insulte en anglais. On pourrait se dire qu'un bug de la machine, une erreur algorithmique dans la modération, ça arrive. Et pourtant, à force d'empiler des règles d'utilisation toujours plus complexes que personne ne comprend et à garder ses algorithmes sous boîte noire, Facebook commence à se croire calife à la place du calife et de prendre des décisions de modération qui sont politiques. Car oui, au cas où vous débarquez, le numérique, Internet, les stratégies des GAFAM, tout ça, c'est politique. Si la censure peut sembler limitée en France, à l'étranger, Facebook tape fort sur certains pays. En février dernier, pour protester contre un projet de loi du gouvernement australien, Facebook avait tout simplement limité l'accès aux contenus médias dans tout le pays. Les utilisateurs et utilisatrices ne pouvaient plus consulter les informations provenant de médias locaux ou internationaux et les personnes vivant à l'étranger n'avaient plus d'accès aux informations australiennes. Une attitude absolument mature et proportionnée. Tu n'as pas à me tirer la langue, tu n'as pas à me manquer de respect. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant tu vas rester ici le temps que moi je décide. Non. Ça ne sert à rien, c'est pas toi qui vas gagner. C'est pas grave, je m'en fous. Eh ben voilà, vas-y, continue. Et quand Facebook ne bloque pas les médias et les journalistes, il s'attaque directement aux utilisateurs. Déjà en 2020, l'ONG Amnesty International faisait état de censure au Vietnam de plusieurs activistes des droits humains,
Une censure poussée par le gouvernement vietnamien, dont le ministre de l'Information a indiqué que les entreprises de technologie, comme Facebook, YouTube ou Google, se conformaient aux demandes de retrait des mauvaises informations, de la propagande contre le parti et l'État, à un rythme plus élevé que jamais. Plus récemment, dans le cadre de la flambée des violences entre Israël et la Palestine, des employés de Facebook eux-mêmes sont montés au créneau pour dénoncer une censure des publications pro-palestiniennes sur sa plateforme. Une pétition des employés demandait un audit externe sur les mesures appliquées par Facebook concernant le contenu arabe et musulman et de publier plus de données sur les demandes de suppression de contenu parrainées par les gouvernements. La censure s'est aussi poursuivie sur Instagram, qui appartient à Facebook, où le hashtag Al-Aqsa, du nom de la mosquée sacrée située à Jérusalem, a été bloqué. Sur toutes ces affaires, Facebook et Mark Zuckerberg ont préféré jouer au roi du silence. Une chose est sûre, c'est que les décisions algorithmiques et de modération vont être essentielles dans les prochains mois, à l'approche des élections présidentielles de 2022, car plus que jamais, les GAFAM auront voix aux urnes d'une manière ou d'une autre. C'est la fin de notre chronique Cybercombat. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et mettez des petits pouces bleus si vous avez bien aimé. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs, donatrices de médias.